Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque ça va être la banlist prédiction de celle qui est censée arriver vers janvier. Les YCS ont été annulés, ça me permet de moi de sortir de la banlist prédiction puisque je devais attendre de savoir si les YCS étaient annulés ou non pour pouvoir la sortir afin d'avoir un peu plus la logique de Konami en tête. Évidemment, ta banlist n'est pas pareil si les events organisés peuvent reprendre et s'ils peuvent pas reprendre et s'il y en a un qui est organisé juste après la sortie de la banlist ou non. Donc évidemment ça change tout, c'est pour ça que cette vidéo sort peut-être un peu après la banlist prédiction d'autres créateurs de contenu, mais c'est pas grave, elle s'en retrouvera que meilleure, en tout cas c'est l'objectif. Comme d'habitude dans mes banlist prédictions, je vais essayer de prévoir ce qui va se passer, mais ça c'est très compliqué, on va plutôt en tout cas avoir une discussion sérieuse sur le format, faire un petit bilan de ce qui s'est passé, et puis on va utiliser tous les éléments qu'on peut utiliser pour essayer de deviner un petit peu les hits, etc. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous aimez le contenu que je propose en règle générale, et puis voilà quoi, le sponsor, le coaching, tous ceux qui veulent soutenir, etc. Merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette dernière dans l'espace commentaire, je répondrai à tout le monde comme d'habitude, prenez soin de vous. Afin de préparer notre banlist prédiction, on a réellement besoin de comprendre le lien qu'il y a entre organisation d'events de la part de Konami et mise en place d'une banlist. Alors en fait, les events tels que le YCS, en tout cas la présence d'une saison compétitive, bah, ça change tout, puisque d'un côté c'est la source d'une banlist, c'est-à-dire qu'on va utiliser les events qui ont eu lieu pour créer la banlist en fonction de quel deck a posé problème, quel deck a eu trop de représentation en top cut, etc. Et c'est aussi la raison d'une banlist, puisque c'est pour satisfaire les besoins de la communauté en vue du prochain event, et ben qu'on bannit des choses, qu'on en limite certaines, etc. Donc je me répète, mais si j'ai pas fait de banlist prédiction avant, c'est parce que j'attendais réellement de savoir si les YCS étaient maintenus ou non. Maintenant que je sais qu'ils ne sont pas maintenus, ma banlist a totalement changé, et c'est pour ça que je vais vous demander, en regardant cette vidéo, d'oublier toutes les banlist prédictions que vous avez vues avant. On va se concentrer avec une nouvelle logique, etc. Donc bon, je comprends pas vraiment quelle est l'idée de faire une banlist prédiction si on sait pas si les YCS sont tenus ou non, mais je sais que vous en avez déjà vu. Donc là, on passe à autre chose, table rase, nouvelle feuille blanche. Ça mis de côté, on peut commencer à s'intéresser à quels decks sont représentés dans le format actuel, avec une petite tier list que je vous ai fait, bon, qui est vraiment très rapide, hein, c'est seulement les decks les plus représentés du format, les decks qui sont considérés par la banlist. On a les decks du tier 1, et puis pour moi les decks qui sont un peu moins puissants, mais qui sont quand même assez représentés, donc Sky, Sala, Virtual World, Prankid, on peut même peut-être mettre Insect dedans, hein, pour ceux qui connaissent pas Insect, il y aura peut-être une vidéo qui sortira bientôt sur le deck, et pour moi, le fait qu'on ait un nombre conséquent de decks en tier 1, on discutera de pourquoi ces decks là sont en tier 1 ou non un peu plus tard, bah c'est le résultat des banlists qu'on a eu lors des 2 dernières années, on va dire, de confinement. Donc des banlists un peu fades, qui manquaient un peu de contenu, c'est normal, hein, puisque pas d'event, où on voulait pas tuer les archétypes et où du coup bah ils commencent à s'entasser et on se retrouve avec trop d'archétypes dans un format. Pourquoi est-ce que c'est nocif? Tout simplement parce que pour te préparer à jouer contre un deck, tu vas jouer des cartes qui sont pas forcément des cartes de ton archétype, qui s'appellent des staples, et donc les staples ne sont pas forcément bonnes face à tous les decks du format, elles vont être bonnes face à certains, et quand tu as trop de decks dans le format, et ben tu te retrouves avec des match-ups où game 1, tu as des cartes inutiles littéralement dans le main deck, et où t'as pas le choix que d'avoir des cartes inutiles, et ça rend la game 1 un peu plus variancée que ce dont on a l'habitude, et pour moi c'est assez néfaste. Donc la logique que j'aurais proposé si les YCS étaient maintenus, ça aurait été de diminuer le nombre de decks, donc de malheureusement tuer certains archétypes, pas forcément les plus représentés actuellement, mais ceux qui posent problème et qui n'ont pas forcément d'intérêt. Mais maintenant qu'on sait que les YCS sont annulés, et ben on va juste toucher les archétypes qui pose problème à la communauté, en tout cas que la communauté a l'impression de voir un peu trop souvent, et on va toucher surtout les aspects abusifs de ces decks là, et pas réellement les tuer quoi. Donc pourquoi est-ce que pour moi ces decks là sont tier 1? Alors on va argumenter en disant oui mais regarde, Sword Soul c'est meilleur que Phantom Knight, c'est un exemple hein, évidemment. C'est pas très intéressant ici de se poser ce genre de questions, évidemment dans un tiers t'as pas que des decks du même niveau, t'as des variations c'est sûr, mais ici pour moi les decks que j'ai mis dans le tier 1 c'est des decks qui ont mis une condition super puissante et qui sont capables de la placer de façon assez stable. Pour moi, c'est réellement comme ça qu'on trie des decks dans un format. Tous les decks qu'on voit là, ils ont des win conditions impressionnantes. Et t'es obligé de toucher des cartes qui ne sont pas des cartes de ton archétype pour t'en sortir. Sinon, tu perds la game. Ça, pour moi, c'est la définition d'un deck du tier 1. À partir du moment où il fait ça de façon stable, c'est clairement un très bon deck. Si on revient un petit peu dans le passé, on se rend compte que ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, en 2019, on a l'impression que c'était il y a longtemps, mais avec le confinement et tout, c'était pas si longtemps. On avait pas mal de match-ups compétitifs, encore,
qui était pas forcément décidé par des cartes qui ne sont pas des cartes d'archétype, puisque forcément, une fois que tu fais décider tes match-up avec des cartes qui sont pas des cartes d'archétype, ben ça rend les match-up un peu plus variancés. À l'époque, c'était que certains decks combos que tu devais battre avec ça, avec des end-traps quoi, en gros, de moins, hein, puisque les staples c'est principalement quand même des end-traps. Mais voilà, les archétypes étaient assez forts face au deck backrow, donc même si tu touchais pas de pet MP, t'étais pas obligé de perdre la game. Et on peut penser à certains match-ups comme Salah contre Sky Striker. Je prends souvent ce match-up là en exemple dans mes vidéos, mais c'est parce que c'est l'un des match-ups les plus connus du jeu réellement, hein, où t'avais absolument pas besoin de toucher des cartes qui ne sont pas des cartes d'archétype pour remporter la partie. Évidemment, si tu les touchais, c'était mieux, hein, c'était bénéfique, mais si tu les touchais pas, tu pouvais quand même win avec seulement des cartes d'archétype. Le deck du format, de l'Eternal format qui était un peu plus variancé et tout, où tu avais besoin de toucher en l'occurrence des end-traps, mais du coup des staples, donc pas des cartes d'archétype, c'était Thunder, Dragon, Chaos, de la Muerte, etc. Et il y en avait qu'un seul en fait, réellement. Même les variantes d'Arcus, tu pouvais les battre de façon naturelle. Et ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes les decks du tier 1 qu'il y a là, et ben clairement, tu te dis que c'est un peu tous plus ou moins des Thunder, Chaos, Dragon, de la Muerte. Et ça, je suis pas sûr que ce soit normal. Donc ma solution, avant de savoir que les YCS étaient annulés, ça aurait été vraiment de supprimer certains decks du tier 1 pour diminuer le nombre de decks qui sont présents compétitivement parlant. Et en plus de ça, il y a vraiment certains decks, on peut penser à Dritron, on peut penser à Flunderize, même s'il est trop récent pour être dans cette catégorie-là, mais vous avez compris, qui sont réellement des decks qui ne servent qu'à combo les gens, et qui sont ni intéressants à jouer avec, ni intéressants à jouer contre. En plus, Dritron il date et tout, donc bon, il y aurait plein de decks qui seraient entrés dans cette catégorie-là et que j'aurais supprimé, mais sans event, c'est impossible. Donc à la place, on va juste toucher ce que le grand public pense comme problématique, et on va le toucher, on va voir, assez légèrement. Avant de réellement passer à la section banniste et de commencer à expliquer les hits et pourquoi, je voudrais revenir sur deux choses. Premièrement, le fait que réellement il n'y a pas que des aspects négatifs. C'est une vidéo de banniste prédiction, la dernière fois que j'en avais fait une, on m'avait dit oui mais tu te plains beaucoup, etc. C'est le but. Une banniste prédiction, le but c'est de parler de la banniste, et la banniste ça traite des problèmes du jeu. Donc évidemment c'est normal que je parle des problèmes du jeu, mais je vais quand même citer quelques bonnes choses dans le format actuel. Il y a deux decks qui réellement, même on va dire 3, même si bon le troisième n'est pas réellement représenté ici, qui réellement sont des rayons de soleil dans ce format, je pense. C'est Headlish Trap qui est une révélation. Le fait que tu puisses encore jouer un deck basé sur des pièges en 2022, c'est super cool et super intéressant. Des fois le deck pose problème, mais c'est plus par rapport au staple qu'il joue, le fait qu'il joue des floodgates ou quoi, plutôt que par sa mécanique de jeu ou par sa logique de jeu. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et le deuxième c'est Rocket, Dragon Link, qui depuis les 120 bannissent qu'il a pris en 2021, a réellement step up dans son identité en fait. C'est devenu un vrai deck avec encore une fois une vraie mécanique, autre chose que juste spam des dragons et faire des choses. C'est devenu intéressant de jouer contre, intéressant de jouer avec, et ça j'en suis vraiment super heureux parce que j'y aurais vraiment pas cru. Si on m'avait dit à l'époque que Dragon Link deviendrait intéressant à jouer, je vous aurais juste pas cru en fait. Le troisième c'est Sky, bon Sky qui est pas réellement tier 1 je pense, il est un peu moins fort, pas de win condition réellement super imposante à mettre en place. Malgré tout un deck qui est super intéressant parce que bon le skill cap il est super haut, et plus tu le joues bien, plus tu vas avoir un bon win rate, plus ton adversaire fait des erreurs, plus il va avoir un win rate qui diminue. Ça a l'air logique à dire comme ça, mais c'est pas applicable à tous les decks non plus. En tout cas c'est le deck qui applique le mieux cette logique là, et je trouve ça incroyable. Section banlist, on retient quand même que y a certains archétypes qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, on peut pas les toucher de la même manière que les autres archétypes qui sont sortis il y a un an et demi. Hein, c'est tout à fait logique, et on va commencer par un problème qu'on a justement depuis un bout de temps, ou en tout cas qui était prévisible, c'est Tribrigade effectivement. Bon, Tribrigade c'est un truc de ouf, ça sort à l'époque, c'est joué avec les Lyrilusques de façon un petit peu combo, pour ceux qui ont oublié, ça faisait statue barrière, ça protégeait la statue barrière, etc. C'est mis de côté, même si ça posait problème, c'était pas assez fort pour être réellement super représenté, mais c'était quand même assez unfair, hein, ça mettait des vrais gros boards. Puis c'est revient avec la présence de Revolt et de Beerbroom qui sortent dans l'IOV il me semble. Là ça devient vraiment un vrai deck qui s'impose dans le format. Il est l'un des meilleurs decks à jouer, voire le meilleur durant énormément de formats de suite. Il a survécu à énormément de bannistes, on touchait plutôt ce qui était autour de lui. Il a d'abord été joué avec les Zodiacs, puis les Zodiacs ont été touchés, etc. Donc au final, pas réellement de hits sur Tribrigade, mais plutôt des hits sur les trucs autour. Le deck était pas assez vu à l'époque, et on voulait pas tuer un nouvel archétype comme on l'a dit juste avant. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On sort du support pour les Lyrilusques, et surprise, le deck redevient problématique parce qu'on sort du support
pour le deck combo de l'époque en fait, réellement. Du coup, bah oui, le deck pose problème, oui, c'était prévisible, mais bon, visiblement, elle s'en fiche, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc sans YCS, on peut pas réellement toucher les Tribrigades, même si on va en parler un petit peu après, on va pas les laisser sans rien non plus, hein, ils sont mignons, mais ça suffit. On va plutôt se concentrer sur les Lyrilusc, et pour moi, un aspect sur lequel on est tous d'accord, qui est très basique, et sur lequel on va passer très rapidement, c'est la limitation de Récital. Récital, c'est une pièce de loop, donc déjà, on leur demande de revoir leur loop en la limitant, puisqu'ils la font 2 fois dans leur loop de base. Ça diminue leur grind game, donc ça c'est bénéfique, et c'est juste une carte invocable plusieurs fois par tour, pas une fois par tour. Donc déjà on est en 2015, on a l'impression, c'est plus normal en 2022, on peut plus faire ça, ce genre de cartes ne doivent plus exister. Bon, les accès à Zeus, etc., on n'en parle pas, parce qu'en vrai le deck aura toujours accès à ça, mais c'est une bonne chose, je pense, de la limiter, commencer par toucher la loupe de base en fait. C'est certainement pas suffisant, donc on est obligé de toucher d'autres choses. Il y a une carte qui de toute façon y passera, je pense qu'on c'est sûr, là on est sur du 100%, c'est Harpies Featherstorm. Harpies Featherstorm, totalement broken, c'est, tu peux pas activer d'effet de monstre pendant un tour. C'était problématique avant déjà, mais c'était pas jouable compétitivement parce que pas d'archétype Wing Beast qui posait réellement problème, mais la carte on l'avait déjà vu exister, et là, maintenant qu'elle est sur le devant de la scène, Konami ne peut plus l'ignorer, c'est une carte qui tue l'adversaire, littéralement, en un seul tour, donc c'est mort, hein, il faut la supprimer. Et la deuxième qui, alors là, je vais la mettre en transparente sur la banlist, c'est-à-dire bannie mais pas bannie, et qui, je pense, a une chance d'être touchée. Et si elle, ce serait vraiment bénéfique pour le jeu du coup. En fait, les hits en transparent que je vais mettre sur la ban, c'est des hits où c'est pas vraiment de la banlist prédiction, c'est plus du... Je pense réellement que Konami devrait le faire, je pense que ce serait bénéfique pour le jeu, mais je ne sais pas s'ils vont avoir les guts, quoi. Je sais pas s'ils vont avoir le courage de le faire réellement. Donc pour moi, ce serait Simorgh. Voilà, je pense que Simorgh, c'est une carte... dans la lignée des Union Carrier, dans la lignée des Alkifibrax, dans la lignée des Verté, dans la lignée de toutes les cartes qui sont sorties dans cette même extension qui est Duel Overload, et qui sont des links absolument broken. Cette carte-là, c'est un hangar à FTK, et maintenant qu'elle est dans un deck qui est problématique, je pense qu'on peut tous être d'accord pour se dire que qu'elle invoque Apex pour supporter un combo, ou qu'elle invoque Statue Barrière pour être elle-même le combo et être supportée par d'autres choses à côté, c'est pas une bonne carte. Son aspect de rendre les trucs inciblables, c'est la cerise sur le gâteau, c'est too much, réellement. Je pense que la carte doit partir parce que ça limite la création d'archétypes sur les Wing Beasts. En fait, une carte qu'on pourrait essayer de sauver en disant oui, mais c'est comme ça que les Wing Beasts s'en sortent aujourd'hui, sinon comment on fait pour jouer un archétype Wing Beast? Et il faudra d'autres cartes de support. Tant que cette carte existe, on peut pas sortir des bons Wing Beasts parce que on pense qu'ils vont être abusés par cette carte-là. Donc il faut qu'elle parte réellement, et j'espère que Konami verra ça pour cette banlist. Concernant Tribrigade lui-même, parce que je vous ai dit que j'allais pas l'oublier, c'est très difficile à hit en fait, parce que je suis contre les hits de stabilité, puisque j'estime que, imaginons qu'on passe Fractal à 1, en fait c'est soit on tue le deck complètement, parce que le deck est plus assez stable, et du coup il s'effondre, tout simplement, il peut plus fonctionner, la mécanique n'est plus jouable, et c'est pas le but, soit, ça fait rien, le deck sera assez stable pour être joué, et dans ce cas-là, il est capable de faire les mêmes choses, parce qu'en fait, on lui enlève rien en termes de création de board, en termes de going second, on lui enlève rien. Donc je suis contre les hits de stabilité. Dans le passé, Tribrigade, ça a jamais été réellement touché, ça a été touché, en fait, ce qui était autour, mais maintenant, on a vu que Tribrigade pouvait exister de lui-même, et donc pour moi, on doit lui mettre un petit coup dans les côtes, mais ça va être compliqué sans tuer le deck. En effet, les Tribrigades, pour moi, ils sont assez mal design. Alors, pas tant que ça en tant que gameplay, parce que ça, on peut argumenter ça plaît ou ça plaît pas, mais plutôt en prévision d'une banlist, puisque en fait, les archétypes qui se basent sur des cartes qui font tous les mêmes effets, ou en tout cas qui ont un effet en commun, avec chacun un effet en plus qui devient une mini toolbox, ou en tout cas qui devient une manière de fonctionnement dans le main deck, et avec une grosse toolbox dans l'extra deck, chaque carte du main deck qui a un accès à l'extra deck, ça pose problème, parce que tu peux pas réellement les toucher. Est-ce que tu peux bannir Nerval? Non, sinon le deck meurt. Est-ce que tu peux bannir Keras? Non, sinon le deck meurt. Est-ce que tu peux bannir Fractal? Non, sinon le deck meurt. Et pareil pour les toolbox d'extra deck. Tu peux pas bannir Shurek, tu peux pas bannir Ferégide, tu peux pas bannir Bearbroom. Donc en fait, qu'est-ce que tu peux toucher réellement pour que ça ait un impact sur le deck, mais pour que le deck ne meure pas? Pour identifier ça, il faut comprendre pourquoi est-ce que Tribrigade a la place qu'il a dans le format actuel. Pour moi, il faut vraiment comprendre que Tribri, c'est l'engine ultime pour essayer d'avoir entre 1 et 3 cartes d'engine en main, dû à une mécanique qui est celle de kit en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu open Fractal,
tu vas discard fractal, envoyer tes matos au grave, aller tuto une kit, invoquer une kit, faire son effet, et là, les end-traps tels que Veiler ou en permanence, eh ben elles ont beaucoup moins d'impact que dans les autres decks, puisque le body qui reste sur le terrain, il fait quelque chose. T'as un body résiduel qui a de l'impact sur le game, sur le jeu, genre sur la game en règle générale. Quand tu fais normal Moyer, ou normal Robina, ou normal summon Alistair, ou peu importe, et ben seul en tout cas, quand il se prend une interruption, derrière le body ne sert quasiment à rien. Ou alors, en tout cas, t'as besoin d'autres cartes en main pour qu'il ait de l'utilité. Alors que dans Tribrigade, et ben la kit elle reste sur le board, et next turn, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt, et elle envoie un Nerval qui tuto un autre Tribri. Et ça rend Tribri bien trop fort, ça lui donne un avantage bien trop énorme par rapport aux autres archétypes, et c'est pour ça qu'actuellement, c'est le meilleur archétype à jouer de façon un petit peu contrôle, vous voyez, ce que vous appellerez mid-range. Donc, pour toucher ce qu'est Tribri actuellement, un hit qui a de l'impact mais qui ne tue pas, je pense c'est limiter Nerval. Alors limiter Nerval, je sais ça peut paraître fou, mais c'est vraiment dans l'optique de calmer le deck, c'est-à-dire stop, tu ne peux plus faire ce truc-là de recycler avec ta kit, etc. Tu es comme les autres. Quand tu prends une interruption sur ton play, sur ton one card play, eh ben tu n'en dégages pas du card advantage. Ce serait bien trop fumé en fait. Et limiter Nerval, ça permet ça. En plus de ça, je pense que ça pourrait rendre le deck plus intéressant parce qu'on verrait des nouvelles stratégies émerger. Puisque vu que t'as qu'un seul Nerval, t'es obligé de jouer. Enfin, t'es obligé. En tout cas, Tigane a joué plusieurs révoltes, etc. pour pouvoir résoudre son effet plusieurs fois au cours du duel ou quoi. Si tu joues plusieurs révoltes, ça veut dire que tu dois la rendre en vie dans tes mains. Ça veut dire que techniquement, tu dois jouer plus de tribistes. On pourrait voir des nouvelles stratégies avec plus de tribistes, avec des Melfi, des machins, etc. Et je pense que ça, c'est ce qu'on veut, un renouveau de Tribrigade, parce que là, réellement, il y a un problème. De là à croire que Konami va limiter Nerval, je ne sais pas. Je sais même pas si les personnes qui s'occupent de la banlist ont réellement conscience de ce genre de choses. Pas assez de communication, donc on a du mal à imaginer. Je vais leur dire que pour cette banlist, on va leur faire confiance et je vais limiter Nerval. Et en fonction de ce qui se passe lors de cette banlist là, eh ben on verra pour la prochaine banlist prédiction quoi. Et c'est très probable qu'ils limitent Fractal à la place, sachez-le. Avant de repasser à un gros morceau, on fait une petite pause détente. Scythe, Order, des habitués de la banlist prédiction qui l'esquivent à chaque fois. Il a fallu attendre que ça devienne des réels problèmes pour espérer qu'elle soit ban. Order, je pense qu'elle est dans toutes les bannistes prédictions de toute l'humanité depuis qu'elle existe. Scythe, je pense que tout le monde est d'accord pour se dire que c'est une carte qui n'apporte rien de bon au jeu depuis qu'elle a été utilisée dans le Yu-Gi-Oh! Moderne avec Sanctum, etc. Et je pense qu'il faut juste littéralement bannir ces cartes-là, il n'y a rien à dire. Là, ça y est, là il y a réellement des stratégies basées sur Scythe avec Dagda, il y a réellement des mecs qui ont gagné des YCS comme As avec des orders sortis de nulle part. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, les bannir une bonne fois pour toutes? Passons à Sword Soul. Alors Sword Soul, c'est un très gros morceau. C'est un très gros morceau parce que mon avis il est totalement différent de ce que la communauté pense. J'ai l'impression que la plupart des gens trouvent Sword Soul comme étant l'un des meilleurs decks à jouer actuellement, peut-être même le meilleur. Et moi j'ai l'impression que c'est le moins bon deck du tier 1, le deck compétitivement à ne pas jouer dans le tier 1 actuellement. Et en fait, ce décalage d'opinion, je pense qu'il est compliqué à expliquer, mais c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc chronologiquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la sortie de Sword Soul avec une grosse hype dessus. Un deck qui fait des choses en OCG, qui a un gameplay assez intéressant, qui a un design super sympa, donc évidemment ça devient le chouchou du public direct, énormément de contenu qui est fait dessus, et on connaît la puissance de la création de contenu sur l'opinion des gens qui jouent semi-compétitif, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est 90% de la communauté, et il n'y a rien de mal à ça, mais c'est sûr que du contenu sur des decks, bah, ça donne l'impression qu'il est meilleur. Le deck était très cher, mais malgré ça, beaucoup de gens se l'ont procuré. La deuxième étape, c'est le gros flop, clairement je pense qu'on peut le dire, durant les semaines après sa sortie, de la manière dont il était joué, vous avez les listes qui s'affichent, le deck était clairement pas assez bon. Il a floppé, il se faisait battre par tous les autres decks du format à ce moment-là, peut-être que la variante jouée n'était pas la bonne, mais en tout cas, il y avait un problème. Les gens se l'étaient déjà procuré en attente d'avoir le meilleur deck du format dans leurs mains, et c'est tout le contraire. Ils se retrouvent avec un deck qui a réellement baissé de prix, et tout simplement parce que tenter de jouer Sword Soul comme tu jouerais Tribri, alors qu'on a expliqué juste avant que Kit c'est un body qui se recycle, etc., et que Moyer sur le terrain elle meurt et elle fait rien, bah c'est pas possible. Tribrigade lui mettait des claques. Donc là on a un problème. On a un problème parce qu'on a un deck qui a coûté très cher à beaucoup de personnes, et ces personnes-là ne pensent pas envisager jouer un autre deck tout d'un coup, switcher de deck ou quoi, et c'est tout à fait normal, elles cherchent du contenu pour pouvoir jouer leur deck compétitivement.
Donc, si tu es un créateur de contenu, tu fais quoi? Bah, tu proposes du contenu sur le deck, c'est normal, puisque c'est la création de contenu qui est la plus attendue, c'est ce que la communauté te demande. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de contenu sur Sword Soul après coup, et ce qui est arrivé, c'est des Sword Soul going second. En fait, parce que going first ça fonctionnait pas, donc forcément on teste going second, puisque le deck dans le format qui était l'un des plus représentés à ce moment-là et qui était considéré comme l'un des meilleurs, c'était Tribril Irilus combo. Donc on se dit vas-y, Sword Soul c'est un bon potentiel de TK, ça peut jouer les Tiny qui ont vraiment qui sont vraiment cool en going second et tout avec Vishuda etc. Et ça bénéficie bien des cartes de going second telles que Dark Ruler, telles que Droplet et tout. Sauf que c'était une fausse solution, on s'en est assez vite aperçu, c'est-à-dire qu'en faisant ça, en allant second avec les Tiny et les Sword Soul, tu diminuais ton win rate face à quasiment tous les autres decks du format, et en plus de ça, tu n'arrivais pas à avoir un win rate positif face au deck que tu visais, c'est-à-dire Tribril Irilus combo. Donc là on a un gros problème. C'est logique en même temps, baser sa stratégie sur Open Dark Ruler ou Open Droplet, bon bah faut pas être super malin pour comprendre que ça va pas fonctionner. Quatrième étape, ça ne fonctionne pas en first, ça ne fonctionne pas en second, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on rajoute les Tiny au Sword Soul en allant premier. Et alors c'est très facile de se faire berner, c'est-à-dire c'est très facile de croire que le deck est absolument broken, comme tout deck qui est composé de deux archétypes. Quand tu touches les accès à tes deux engines, donc imaginons Sword Soul, une main avec Ashuna et un starter Sword Soul ou quoi, un exemple banal, hein, et ben forcément ton deck il va avoir les bons aspects des deux engines, il va avoir plusieurs lignes de play comparé à ce qu'il peut faire de façon pure, et ça va paraître absolument broken. Sauf qu'en faisant ça, en rajoutant une seconde engine, un peu à la manière de ce que fait Invoked avec Dogmatika depuis un certain temps, et ben on augmente le spectre des mains, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de mains super fortes, on permet au deck de gagner réellement, ce qu'il ne faisait pas avant, c'est-à-dire que ses mains moyennes ne gagnaient pas à l'époque, alors que là sa moyenne de mains, ces mains typiques on va dire, ont un meilleur win rate, mais par contre on augmente aussi le nombre de mains qui perdent, puisqu'on enlève des free spots pour ajouter des Tiny, et dans des mains où on n'open pas le bon aspect des Tiny, ou alors dans des mains où on open les Tiny mais pas le bon aspect des Sword Soul, etc., et ben on a moins de free spots, on a moins de cartes qui sont généralement bonnes, comme n'importe quelle entrap ou n'importe quelle carte qui fait du 1 pour 1, et ça augmente la variance tout simplement. Donc pour moi, Sword Soul, là on est dans le moment de la boucle éternelle, où on a trouvé une nouvelle façon de le jouer et on croit que c'est excellent, ce qui s'est déjà passé 2 fois à la sortie et lorsqu'on a commencé à jouer second, sauf qu'en fait c'est pas si bon que ça, et ça va s'effondrer dans quelques temps, peut-être on parle de semaines ici, hein. Mais je veux quand même le toucher. Alors pourquoi est-ce que je veux quand même le toucher? Parce qu'il existe une carte unfair qui s'appelle Protoss, qui elle réellement pour le coup peut être considérée comme problématique. Moi je pense réellement que même avec Protoss le deck n'est pas abusif, mais si on peut profiter du fait que tout le monde croit que le deck est super fort actuellement pour bannir une Floodgate qui posera problème dans le futur aussi, eh ben je prends. Donc bannir Protoss ça me va totalement, que Sword Soul le mérite ou pas, c'est pas grave, le deck sera joué sans de toute façon parce que voilà c'est des humanoïdes et que les gens kiffent de ouf cet archétype, et adieu Protoss quoi, hein. Merci beaucoup d'être passé, c'est ciao. Et le dernier archétype qu'on va attaquer c'est Invoked, il y a pas mal de choses à dire sur Invoked aussi assez intéressantes. Déjà c'est un deck à plusieurs engines, un peu à la manière de Sword Soul, donc il va y avoir des similitudes, mais c'est surtout que j'aime pas du tout la manière dont est joué Invoked actuellement, parce qu'en fait ce n'est pas Invoked, c'est un deck Dogmatika qui utilise une engine Invoked pour préparer ses plays, un peu à la manière de, pour ceux qui connaissent Brave Token, ce qui va se passer dans le futur avec Brave Token. Voilà, c'est clairement, ici, c'est plutôt Invoked qui est utilisé en soutien à Dogma qu'autre chose, et en fait, c'est juste pour protéger l'arrivée de Winda, avec une grosse win condition qui est Schism, et un accès à Schism qui est Abkalon, avec Maximus, voilà, donc là on remonte la loupe, et vous avez compris quoi. Donc pour moi, ça c'est vraiment problématique, comme n'importe quel deck qui a un mélange d'engine, ça va qu'il le fait pas assez souvent. Une carte invoquée plus une carte Dogma, c'est pas non plus tout le temps, donc on a de la chance sur ça, et puis 2 entraps ça suffit souvent à les stopper, mais c'est pas normal de demander dans Yu-Gi-Oh! D'open 2 entraps à quelqu'un, donc on a quand même un problème. C'était pas assez bon pour poser problème, mais désormais ça pourrait l'être avec l'arrivée de DPE. Alors on se souvient, hein, ce que faisait Invoked à l'époque pour augmenter ses chances de piocher 2 cartes d'engines différentes, une carte de chaque engine, c'était, premièrement, il allait second, donc pour bénéficier de la 6ème carte, qui change énormément les mathématiques de ce genre de deck, et en plus de ça, il jouait une 3ème engine, qui lui faisait avoir plus de chances de piocher au moins 2 des 3 engines dans ses mains, en l'occurrence les Shadow Fusion, avec tout l'aspect Shadow du deck. Shadow Fusion c'était vraiment une carte en plus qui te permettait d'augmenter tes
des combinaisons de 2 cartes d'engine différentes et donc d'augmenter ton win rate. Sauf qu'actuellement, il est capable de faire ça sans aller second. Effectivement, Shadow Fusion, c'est pas une carte qui t'aide à faire ça en allant premier, donc en règle générale, dans les builds premiers, elle y est pas, ou en tout cas, elle a été enlevée petit à petit parce que les gens s'en sont rendus compte. Sauf que maintenant, il peut jouer Destiny Fusion, qui est Shadow Fusion en plus fort et qui fonctionne en Going First. Donc là, il a un peu trop d'accès à des cartes d'engine différentes et donc il commence à faire Alistair plus DPE, donc Alistair plus un accès à DPE, ou Alistair plus un accès à Dogmatika, ou un Dogmatika et un DPE un peu trop souvent, et pour moi ça devient compliqué de dire que le deck est fair, alors qu'il met Winda sur pas mal de ses boards et tout. Il faut le toucher d'une manière ou d'une autre, sauf que c'est un peu à la manière de Tribrigade, une engine qui est pas très bien pensée en vision de la banlist, puisque bah, tu peux pas réellement toucher une carte de l'archétype sans tuer le deck, tu peux pas limiter la stabilité du deck, parce que le deck est déjà à la limite au niveau stabilité, tu peux pas diminuer le nombre de meltdown, diminuer le nombre d'Alistair, c'est pas possible. Bannir Invocation, ça changerait rien, et cette toolbox, elle est dans l'extra deck, pareil, les Mekaba, les Purgatoriaux, etc. À part Mekaba qui est essentiel, le reste, si tu le bannis, en réalité, ça change pas grand chose. Pour cette raison, je pense que malheureusement, Konami ne le touchera pas cette banlist, mais si je leur fais confiance, je pourrais placer soit Abkalon, soit Winda, soit Schism dans la banlist. J'y crois pas trop, mais on va dire que on va placer certainement Winda, hein, juste pour la mettre, quoi, parce que je pense qu'elle mérite honnêtement. Donc on va la mettre en transparente. Dernière partie de vidéo, les staples. Alors clairement les staples qui je pense vont être bannis sont déjà passés. Imperial Order, Scythe, ce sont les seuls que je vais mettre dans ma banlist prédiction. Mais je voudrais quand même avoir cette petite discussion avec vous concernant ces staples là, qui pour moi posent réellement problème dans le jeu, en tout cas dans le bon fonctionnement du jeu, dans la création de nouveaux archétypes, etc. par rapport au futur. Et ça participe à un phénomène qu'on appelle le power creeping, même si c'est pas réellement ça. Et pour moi c'est important de pouvoir vous en parler, parce qu'avant tout ces vidéos YouTube c'est de la transmission, de la discussion on va dire plutôt, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc pour moi le problème, il ne s'agit pas tant que ça du power creeping comme on a l'habitude de le connaître, c'est-à-dire des nouvelles cartes qui sortent et qui sont plus fortes que les anciennes, juste pour pouvoir vendre de nouveaux produits, etc. Ça pour moi c'est pas le problème, c'est forcément obligatoire de sortir de nouveaux produits qui remplacent les anciens, et ça peut être fait de manière intéressante. Mais ici on a des cartes, premièrement, qui lorsqu'elles se résolvent gagnent la partie, très souvent. Et en fait, cette relation toxique qu'il y a entre Backrow Removal et Floodgate ou cartes qui les annulent, bah, je trouve ça vraiment insupportable en fait, parce que ça a rendu le jeu, enfin en tout cas l'aspect contrôle du jeu, comme étant tous des decks plus ou moins stun et qui gagnent sur est-ce que l'adversaire a l'out ou non. Je pense qu'on a aussi un effet de power creeping un peu inversé, c'est-à-dire qu'on a des cartes qui datent d'il y a très longtemps, qui étaient faites pour un jeu totalement différent, hein. Yu-Gi-Oh! En 2005 c'était pas la même chose, et qui existent dans le format actuel et qui posent problème, parce que dans la rapidité qu'a le jeu actuel, et ben ça pose problème, et en fait je trouve que ça limite tellement la création d'archétypes, parce qu'aujourd'hui si tu fais un archétype, la présence de Phaser, la présence de Lightning Storm, ça t'oblige à ce que cet archétype là, basé sur un aspect contrôle, il ait dans son archétype une manière d'annuler ces cartes là. On peut penser à Edlich qui est sorti avec Golden Land Forever, on peut penser à Subterror qui est sorti avec Findes, on peut penser à, voilà, il y a tout plein d'archétypes qui aujourd'hui ne peuvent pas exister sans annulation dans leur archétype eux-mêmes de cartes en fait, et ça te met dans une situation où au lieu d'avoir par exemple un pet MP qui se résout quoi qu'il arrive parce que l'archétype en face n'est pas capable de l'annuler, mais qui n'est pas broken comme Cyclone ou Twin, et ben à la place t'es dans une situation où l'archétype en face, il faut que tu l'arrêtes avec une entrap, plus que t'es le pet MP, et le pet MP c'est un Lightning Storm qui va te faire gagner automatiquement, tu vois. Et je parle de Lightning Storm, mais c'est pareil pour Heavenly, qui était pour moi la première carte de cette série-là, qui était un peu trop abusive. À la limite, Heavenly Match, tu utilises ta Battle Phase, donc derrière, si l'adversaire il peut te stopper d'une manière différente, tu le tues pas, tu vas pas prendre trop d'avantages, donc ça peut s'argumenter, c'est une carte différente. Mais en tout cas, ce truc là de soit tu résous ton pet MP et tu gagnes d'un coup, soit tu le résous pas, tu perds d'un coup, bah, je trouve ça un peu abusif, et je préférerais qu'ils bannissent ces cartes là, ou en tout cas qu'ils réfléchissent. Si j'étais Konami je ferais ça, hein. Je créerais une cellule qui réfléchirait à ce problème là, parce que en fait dans le futur on fait comment? On sort que des archétypes contrôle qui ont une annulation dedans, et à chaque fois que quelqu'un joue contre, et ben c'est soit il a l'out, soit il l'a pas, et basta. Ça peut pas continuer comme ça, donc je pense que d'ici fin 2022, si Konami a réglé ce problème, ce sera déjà une avancée majeure dans le jeu, et franchement ce serait vraiment impressionnant de leur part, donc je serais vraiment intéressé à ce qu'ils réfléchissent à ce souci. Donnez-moi votre avis concernant tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse réellement, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
c'était peut-être l'une des seules vidéos de la chaîne qui sera traduite en anglais. Merci beaucoup à Tristan qui m'a aidé à traduire cette vidéo. Si vous êtes anglophone et que c'est la première vidéo que vous regardez de moi, je ne suis pas sûr de pouvoir vous en proposer d'autres, je suis désolé. Traduire ça prend énormément de temps. Et donc potentiellement de l'argent, c'est pas moi qui m'en occupe. Et c'est pas forcément possible à chaque fois. Mais j'en referai peut-être dans le futur. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Je réponds aussi aux commentaires en anglais. Donc vous pouvez aussi les poster. Ça intéressera aussi la communauté francophone. Et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À plus.